Imaginez un pays où, du jour au lendemain, une partie du gouvernement cesse de fonctionner. Les parcs nationaux ferment leurs portes, les musées baissent le rideau, des centaines de milliers de fonctionnaires renvoyés chez eux sans salaire. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on appelle un shutdown aux États-Unis. Un phénomène unique au système politique américain. Il survient quand le Congrès ne s'accorde pas sur le budget fédéral. Cela s'est transformé en une arme politique récurrente à Washington, comme une entreprise qui ne pourrait plus payer ses employés à cause d'actionnaires en désaccord. Comprendre le shutdown, c'est plonger au cœur des tensions politiques. Ce n'est pas juste une question technique de budget, c'est le résultat d'un bras de fer entre le président et le Congrès, ou entre les deux chambres du Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants. Chaque camp utilise le financement de l'État comme levier, pour obtenir des concessions sur des sujets variés, l'immigration, la santé et d'autres grandes réformes. Le shutdown est le symptôme d'une fracture politique profonde. Le mécanisme qui mène à un shutdown est inscrit dans la Constitution américaine. Celle-ci donne au Congrès, et uniquement au Congrès, le pouvoir de la bourse. Power of the purse. Aucune dépense publique ne peut être faite sans une loi de financement, votée par les deux chambres, la Chambre des représentants, le Sénat. Chaque année, le budget doit être approuvé pour l'année fiscale, qui commence le 1er octobre. Si la date butoir arrive sans accord et sans signature présidentielle, le gouvernement n'a plus le droit légal de dépenser. C'est à ce moment que le shutdown est déclenché. Les causes sont presque toujours politiques. Le vote du budget devient un levier pour l'opposition, ou pour des factions radicales à l'intérieur d'un parti. Souvent, il s'agit d'un point de friction très spécifique. Par exemple, le financement d'un projet présidentiel. Exemple concret, le mur à la frontière avec le Mexique. Si l'autre parti contrôle une chambre et refuse, le blocage s'installe. Personne ne veut céder et le temps file vers la date limite. La polarisation rend désormais les compromis rares. Autrefois, les compromis existaient. Démocrates, républicains. Le système avec séparation des pouvoirs permet un gouvernement divisé. Lorsqu'un shutdown est déclenché, tous les services gouvernementaux ne s'arrêtent pas de la même manière. La loi américaine distingue les employés fédéraux essentiels de ceux considérés comme non essentiels. Infographique, service maintenu, service suspendus. Essentiel, sécurité nationale. Essentiel, santé publique. Essentiel, protection de la vie et des biens. Exemple, militaires en service actif. Exemple, contrôleurs aériens. Exemple, agents de la police aux frontières. Exemple, médecins et infirmières dans les hôpitaux fédéraux. Exemple, agents du FBI. Ils doivent continuer à travailler, mais ils ne sont pas payés pendant le shutdown. Les salaires sont généralement versés rétroactivement après la crise. À l'inverse, des centaines de milliers d'employés non essentiels sont mis en congé, forcés sans solde. Furlough. Exemple non essentiel, employés de la NASA. Parcs nationaux fermés. Agents des parcs hors service. Musées nationaux fermés. Personnel mis en congé. Personnel administratif des ministères mis en congé. Pour ces employés, le shutdown signifie une perte de revenus immédiate. Ils n'ont pas le droit de travailler, même bénévolement. Cette distinction crée des pans entiers de l'administration à l'arrêt. Conséquence, Grand Canyon, porte close. Conséquence, Statue de la Liberté, visites annulées. Smithsonian et musées nationaux de Washington ferment leurs portes. Dans le théâtre politique de Washington, chaque shutdown s'accompagne d'une bataille de communication féroce. Chaque camp cherche à désigner un coupable. Chaque camp cherche à convaincre l'opinion publique que c'est l'autre qui est responsable. Lors du shutdown de l'hiver 2018-2019, le plus long de l'histoire, le président Donald Trump a joué un rôle central. Il avait clairement indiqué qu'il serait fier de provoquer un shutdown s'il n'obtenait pas les 5,7 milliards de dollars qu'il réclamait pour construire son mur. Pour ses partisans et une partie du Parti républicain, la responsabilité incombait donc aux démocrates. De leur côté, les démocrates, menés par Nancy Pelosi à la Chambre des représentants et Chuck Schumer au Sénat, ont systématiquement rejeté la faute sur le président. Leur argument était simple. Ils étaient d'accord pour financer le gouvernement, mais refusaient de céder à ce qu'ils qualifiaient de chantage et de caprice présidentiel, sur le financement d'un mur qu'ils jugeaient inefficace, cher et immoral. Pour eux, c'était à Donald Trump de renoncer à sa demande pour permettre à des centaines de milliers de fonctionnaires de retourner au travail. Ils se présentaient comme les défenseurs des employés fédéraux pris en otage et les garants d'une gestion budgétaire responsable, loin des obsessions du président.
Le rôle du Sénat est souvent plus complexe, surtout lorsqu'il est contrôlé par le même parti que le président, comme c'était le cas en 2018 avec les Républicains. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s'est retrouvé dans une position délicate. D'un côté, il devait soutenir son président. De l'autre, il savait qu'un shutdown prolongé était impopulaire et nuisible pour son parti. Les premières victimes d'un shutdown sont, sans aucun doute, les quelques 800 000 employés fédéraux directement affectés. Ceux qui sont mis en congé forcé se retrouvent sans salaire du jour au lendemain, créant une situation de stress et d'incertitude financière immense. Beaucoup vivent d'un salaire à l'autre et doivent rapidement trouver des solutions pour payer leur loyer, leurs factures, leurs courses. Des banques alimentaires spéciales pour les fonctionnaires se mettent en place, une image poignante dans la première puissance économique mondiale. Pour les employés essentiels qui doivent continuer à travailler sans être payés, la situation est tout aussi difficile. Ils doivent en plus assumer des frais de transport ou de garde d'enfants pour se rendre à un travail non rémunéré. Au-delà des fonctionnaires, les conséquences se propagent à l'ensemble de l'économie. De nombreuses entreprises privées, appelées contractors, travaillent pour le gouvernement fédéral. Leurs contrats sont suspendus et leurs employés peuvent également se retrouver au chômage technique. Les petits commerces, les restaurants, les cafés, situés à proximité des grandes administrations fédérales, voient de leur clientèle disparaître du jour au lendemain, entraînant une chute brutale de leur chiffre d'affaires. L'impact est particulièrement fort dans la région de Washington DC, mais il se fait sentir dans tous les États où il y a une présence fédérale significative. Sur le plan macroéconomique, chaque semaine de shutdown ronge une petite partie de la croissance du pays. 0,13% du PIB trimestriel par semaine. Le Bureau du budget du Congrès, une agence non partisane, le phénomène du shutdown n'est pas nouveau, mais sa fréquence et sa durée ont augmenté ces dernières décennies. Les premiers shutdowns majeurs ont eu lieu à la fin des années 70 sous la présidence de Jimmy Carter, mais ils étaient relativement courts et avaient un impact limité. Le tournant a eu lieu en 1995 et 1996 sous la présidence de Bill Clinton. Le Congrès, alors contrôlé par des républicains radicaux menés par Newt Gingrich, a provoqué 2 shutdowns pour tenter de forcer le président démocrate à accepter des coupes drastiques dans les dépenses sociales, notamment pour Medicare et l'éducation. Le conflit a duré 21 jours au total, un record à l'époque. Ce conflit a été un moment charnière. Newt Gingrich et ses alliés pensaient que l'opinion publique soutiendrait leur combat pour la rigueur budgétaire. Cependant, la population a majoritairement blâmé les républicains pour la paralysie du gouvernement et les désagréments causés. Les images de touristes frustrés devant des monuments fermés et les témoignages de fonctionnaires en difficulté ont joué en faveur de Bill Clinton. Finalement, les républicains ont dû céder sans obtenir les coupes budgétaires qu'ils souhaitaient. En définitive, le shutdown n'est pas une simple anomalie budgétaire. Il est le symptôme le plus spectaculaire des profondes divisions de la polarisation extrême. Il révèle un système où la recherche du compromis, autrefois au cœur du processus législatif, a été remplacée par une logique d'affrontement permanent. La structure même des institutions américaines, la séparation des pouvoirs, la possibilité de cohabitation entre un président d'un parti et un congrès de l'autre crée un terrain fertile pour ce type de blocage. Quand la volonté de nuire à l'adversaire politique devient plus forte que la volonté de gouverner, le shutdown devient une conséquence presque logique. Cette pratique de la politique de la corde raide a des coûts bien réels. Elle pénalise des centaines de milliers de travailleurs et leurs familles, elle freine l'économie et elle sème le doute sur la fiabilité de l'État américain. Chaque shutdown érode un peu plus la confiance des citoyens dans leurs propres institutions, un capital pourtant essentiel au bon fonctionnement de toute démocratie. L'image renvoyée au reste du monde est celle d'un géant politique capable de se paralyser lui-même pour des conflits internes, ce qui peut affaiblir son influence et sa crédibilité sur la scène internationale. C'est un spectacle qui laisse perplexe de nombreux alliés des États-Unis.